Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Malgré tout, les dirigeants ne sont pas complètement libres dans leur choix d'urbanisation. Ils doivent respecter un certain nombre de critères. Par exemple, les édifices suivent une orientation définie par les normes religieuses et leur morphologie doit se conformer aux règles dictées par les prêtres. L'étude des plans des cités met en lumière un certain effort de rationalisation qui donne à chaque cité une réelle cohésion urbaine et architecturale. Les Mayas ne sont pas parvenus à maîtriser la technique de la voûte. Toutes les constructions intérieures sont donc couvertes d'une fausse voûte, qu'on appelle aussi voûte en encorbellement. C'est un revêtement de stuc qui permet de dissimuler les inégalités. Pour fermer leur bâtiment, ils élèvent 2 murs opposés d'épaisseur croissante qui se rapprochent petit à petit vers le haut jusqu'à ce qu'une pierre suffise à fermer l'ouverture. Les pièces qui sont obtenues comme ça sont étroites, de faibles dimensions évidemment. Parfois, pour les agrandir, on supprime les cloisons intermédiaires, on ouvre de longues enfilades qui donnent plutôt l'apparence, on dirait aujourd'hui, d'un couloir. Malgré ces imperfections, les Mayas utilisaient cette technique pour édifier des arches monumentales impressionnantes. Ce n'est qu'au post-classique que la technique des toits plats, supportés par des piliers et des poutres, va leur permettre d'agrandir les espaces intérieurs. L'architecture est avant tout religieuse. Les édifices sont groupés pour former un centre consacré au culte, tandis que le peuple vit dispersé dans les environs, dans des huttes. Les bâtiments de la zone Maya se sont mieux conservés que ceux du centre du Mexique, grâce aux matériaux de construction de qualité supérieure et à une meilleure maçonnerie. Les temples sont de forme rectangulaire et édifiés au sommet d'une pyramide tronquée, où l'on accède par des escaliers latéraux. Il est petit et ne comprend qu'une ou 2 salles, dont la principale est consacrée au sanctuaire proprement dit. Les prêtres résident dans les palais construits sur des plateformes plus basses. Ils comprennent un grand nombre de pièces. Quelques-unes ont de petites fenêtres trilobées ou de très petites ouvertures rectangulaires ou en forme de T. Les gens du peuple vivent, eux, dans des maisons de forme simple qu'on appelle solars. Les murs sont faits en torchis, parfois en pierre, couverts d'un toit de chaume ou d'un toit de palme. Plusieurs cabanes construites sur des plateformes basses sont disposées autour d'une petite cour. 1 ou 2 pièces servent de salle de séjour, une autre sert de cuisine et une autre encore abrite un hôtel domestique. D'autres espaces sont laissés à l'air libre. Ils sont destinés aux activités familiales, lavage des vêtements, fabrication des outils, etc. Les détritus alimentaires, où les objets trop usés pour être réparés, sont jetés à l'extérieur dans une fosse. Les villageois entretiennent de petits jardins qui produisent des fleurs et des plantes comestibles. Chaque espace de la forêt est utilisé au maximum. Seule une infime parcelle de l'espace domestique est laissée en friche où s'agitent les rares animaux domestiques, que ce soit des chiens ou des dindons. Toutefois, un espace est laissé disponible au cas où il faudrait construire une autre maison, installer des ruches ou ajouter une parcelle cultivée. Tous ces éléments contribuent à former un petit hameau organisé autour du noyau familial. Il arrive souvent que les maisons se regroupent aussi en villages. Pour délimiter l'espace de chaque solar et pour préserver encore une fois son intimité, on élève des murs de pierre entre les maisons. Le centre du village est marqué visuellement par l'aménagement d'une petite place dominée par une petite pyramide ou par un espace résidentiel un peu plus élaboré, on va dire. Les membres de la noblesse locale vont, eux, se faire construire de petits manoirs à l'écart des centres publics. À Tikal, les fouilles ont mis au jour 2 maisons cossues associées à de petits temples. Les sépultures témoignent d'une vie aisée. La résidence principale est, elle, entourée d'autres habitations plus petites et moins prestigieuses où vivent les serviteurs ou les esclaves. Bien que la maison des nobles ressemble à celle des gens du commun, elle s'en distingue quand même par le statut social de ses propriétaires et parfois par l'ajout d'un petit terrain de jeu de balle. Les hameaux, les villages et les manoirs sont fréquemment situés à proximité d'un centre secondaire, occupé par des édifices publics, des monuments sculptés à l'effigie du souverain et des bâtiments administratifs où travaillent les fonctionnaires chargés quand même de la gestion de cette portion du territoire de la cité. On aménage aussi
des espaces de circulation pour relier les habitations entre elles et pour faciliter l'accès au centre du village. Les architectes et les ingénieurs mayas sont les meilleurs constructeurs de routes de toute l'Amérique centrale. Une des principales routes relie Coba, dans l'état mexicain du Quintana Roo, à Yaxuna, non loin de Chichén Itzá. Cette voie de près de 100 km de long, oui vous avez bien entendu, 100 km de long et 10 mètres de large, est étayée latéralement par des murs de pierre liés au mortier. Elle s'élève par endroits de plus de 5 mètres au-dessus du niveau du sol. Le revêtement supérieur est composé de mortiers de chaux. Ces routes monumentales sont réservées aux grandes processions religieuses. La cité suit un plan parfaitement organisé, conçu pour mettre en valeur les palais et les temples. Les sommets des buttes naturelles sont arasés et soigneusement enduits de mortier de façon à ce que chaque colline accueille plusieurs temples. Le visiteur qui pénètre dans la cité est immédiatement émerveillé, impressionné même par ces magnifiques édifices. De gigantesques espaces sont donc aménagés, le sol recouvert de terre est garni de caillebasses sacrées. Ils servent de grandes places d'esplanade. Les édifices monumentaux de la cité se font face de part et d'autre de cette place. Chaque cité organise son espace urbain à sa guise. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.